Et bienvenue chez Anyfields pour le deuxième épisode de Un mois une startup par Fay Impulse. Nous, on est sur Toulouse, on a été fondé en 2021, donc on a 3 ans maintenant et on fait des outils de test et de mesure d'antenne par thermographie infrarouge. Donc c'est une nouvelle technologie qui réside de 20 ans de recherche à l'ONERA. Et en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'on pose une antenne devant un film qui va s'échauffer dû aux radiations de l'antenne. Et avec une caméra infrarouge, on va pouvoir visualiser le champ électromagnétique de l'antenne et les radiations de l'antenne. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle est très rapide. Donc nous, on arrive à faire aujourd'hui avoir des images en 10 secondes. Et c'est de la haute définition, on a plus de 300 000 points de mesure. En un clic parce qu'on a un soft qui est aussi dédié à cela. L'intérêt de la technologie, ce qui est important, c'est aussi qu'elle fonctionne à n'importe quelle fréquence. Il suffit juste que le film s'échauffe pour pouvoir visualiser du coup le signal électromagnétique. L'intérêt de la techno, c'est que pour mesurer une antenne aujourd'hui, il faut passer en chambre anéchoïque. C'est très long, très coûteux et c'est pas accessible à tout le monde, surtout aux personnes qui n'ont pas des bagages en antenne et en électromag. Nous, on vient un peu démocratiser cette mesure et ce test rapide pour que tout le monde puisse facilement, à toutes les étapes de développement de l'antenne, pouvoir aller plus vite, gagner de l'argent et du temps dans les fabrications des antennes. Donc pour cela, on a le M-Box, qui est un outil compact de mesure d'antenne et de test rapide. C'est l'équivalent d'une mini chambre anéchoïque. Alors en fait, c'est une boîte dans laquelle on a des mousses, comme on peut retrouver en chambre anéchoïque, qui va être compacte. Ça fait 1m20 je crois la boîte, à vérifier. Et du coup on va pouvoir mettre des petites antennes dedans et en 10 secondes visualiser le champ électromagnétique. En fait, on est en complémentarité des chambres anéchoïques, c'est-à-dire que nous, on vient en amont avec ce type d'outil pour vérifier l'antenne avant de la passer en chambre anéchoïque et là, justement, avoir plus d'informations, plus de data sur les antennes. Ensuite, on a le M-Cam. Donc, en fait, c'est la même technologie. Donc, il y a un film qui est ici plus large. L'antenne, on la met devant. Et on a la caméra infrarouge qui est derrière. Donc là, c'est pour les antennes qui sont plus grandes parce que le cadre est plus grand. Donc on peut avoir une surface rayonnante plus grande. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir soit des antennes, donc on met cet outil en chambre anéchoïque et on fait rayonner une plus grosse antenne. Donc là, on garde la facilité de 10 secondes et l'utilisation du soft qui est quand même assez facile. Sinon, c'est pour aussi les systèmes intégrés. Donc par exemple, si on met, là c'est une antenne qui est intégrée sur un CubeSat, on la fait rayonner pour voir si elle a été correctement intégrée avant de l'envoyer. Parce que c'est mieux de savoir si l'antenne a été bien intégrée avant d'envoyer un CubeSat. Ça marche aussi avec les drones par exemple. Une antenne drone, on peut la mettre devant et voir si elle rayonne correctement. L'intérêt de cet outil du coup, c'est toujours que ce soit simple et rapide d'utilisation. Et que ce soit portable et flexible, c'est-à-dire qu'on peut la démonter, la mettre en chambre anéchoïque ou in situ, c'est-à-dire que demain un radar de voiture, on peut aller vérifier en mettant la caméra, le M-Cam derrière l'antenne radar, voir si le radar rayonne. Donc, on a imaginé plusieurs use cases d'utilisation, du coup, de quelle utilisation de la technologie que je vais vous montrer maintenant. Donc, selon toutes les étapes de fabrication d'une antenne. Donc, on va d'abord avoir l'étape de recherche et de R&D, où là, on peut mesurer une antenne dans sa phase de prototypage, par exemple. Donc très rapidement, comme l'a expliqué Léa, on place l'antenne et on voit si elle rayonne comme attendu avec les simulations. Le deuxième cas, ça va être au niveau du design de l'antenne. Donc là, on considère que les simulations, tout ça ont été vérifiées et que la phase de recherche aussi, de design de l'antenne est faite. Ensuite, on va avoir l'étape de production
Donc là, c'est un peu la même idée que précédemment. On avait toujours une antenne de référence et une antenne sous test. Et donc là, on vérifie sur ces deux antennes-là qu'elles rayonnent exactement de la même façon. Donc donc c'est toujours un test go-no-go, en gros, où là, on vérifie que l'antenne fonctionne bien. On passe à une autre antenne, on voit que ça fonctionne comme l'antenne de référence. Et voilà, on facilite en fait le test en production, en grosse production. Et enfin, on peut avoir des étapes de maintenance. Enfin, on peut être utile en tout cas dans les étapes de maintenance. Donc là, on avait une antenne de voiture qui était placée, enfin c'était un radar de recul, un truc comme ça. Et donc on a placé l'EMCAM en face de cette antenne-là, encore une fois à 20 GHz, donc des puissances assez élevées. Et donc là, on a pu observer le rayonnement de cette antenne-là. Donc ça montre qu'on peut utiliser ce produit-là sur des systèmes complètement intégrés, donc vous avez vu le drone avant ou la voiture maintenant, et vérifier simplement et très facilement le fonctionnement de l'antenne. Un dernier exemple super intéressant, qui va peut-être vous intéresser plus, c'est sur un avion. Donc là en gros on va avoir la carlingue de l'avion, donc on a plein d'antennes sur les avions, et donc on nous avait demandé si très rapidement on pouvait vérifier le rayonnement des antennes sur les avions avant qu'ils s'envolent, quoi. Et donc au lieu de passer en chambre anéchoïque, nous on arrive avec la cam et on photographie en fait l'antenne. Et donc voilà, là c'était un exemple d'une antenne, donc blade, c'est simplement la forme de l'antenne, un peu en forme d'aileron on va dire. Et donc voilà, qui fonctionne très bien même sur un environnement tel que la carlingue d'un avion. Donc comme je vous l'ai expliqué, nous on va se placer à peu près, enfin en fait à toutes les étapes de production d'une antenne. Donc au niveau de la formation et de la recherche, donc on peut travailler avec des écoles d'ingénieurs ou des universités pour montrer vraiment à des élèves le rayonnement d'une antenne, qu'on voit simplement en simulation ou en formule, quoi, enfin en équation. Ensuite au niveau de la conception, on va pouvoir retrouver toujours les antennistes et les laboratoires en fabrication avec lesquels on va pouvoir avoir une valeur ajoutée. Et enfin, en termes d'intégration et de maintenance, on va encore une fois pouvoir proposer des services qui sont très intéressants pour leur rapidité, l'encombrement et la disponibilité des produits, quoi, comparé à des chambres anéchoïques. Comme on vous l'a expliqué avant, on a deux produits. On va d'abord avoir le M-Box, donc vous voyez ça rentre sur une table de laboratoire classique, et le M-Cam que vous avez ici. Donc là on retrouve un cadre qui est un petit peu plus grand avec la caméra derrière et dans une configuration où on va mesurer l'antenne, on va placer l'antenne ici, on la fait rayonner et ensuite on mesure son rayonnement. Comme on vous l'a expliqué plus tôt, elle est recouverte d'absorbants électromagnétiques et elle est faradisée avec du scotch métallique, ce qui fait qu'on peut l'assimiler à une mini-chambre anéchoïque. Donc bonjour, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, tu pourrais te présenter et nous dire quel est ton rôle ici chez Anyfields? Bonjour, donc moi je m'appelle Stéphane Jambe, je suis le directeur général d'Anyfields, également cofondateur. Je fais partie de ceux qui ont lancé cette aventure il y a maintenant 3 ans. Et en tant que directeur général, on va dire que je suis un peu le pilote de cette entreprise, peut-être un peu moins porté sur les sujets techniques, plus sur l'organisation globale, la stratégie, les finances, le commerce au sein de ces entreprises et globalement le pilotage de ce projet. Qu'est-ce qui t'a poussé à fonder une start-up ? On va dire en fait c'est une opportunité, c'est une rencontre, c'est une entreprise qu'on a créée à 3. C'est avant tout c'est un peu la rencontre entre un autre entrepreneur qui avait des besoins dans le domaine des antennes, mon cofondateur Nicolas Capet, donc son besoin en tant que coopérateur de fabricant d'antennes, une technologie nouvelle qui est née à l'Onera, qui a été portée par un des 3 cofondateurs, Daniel, qui a été un peu l'expert technique de ce projet, et moi qui ai amené un peu cette brique complémentaire, plutôt on va dire commerciale, qui est une expérience que j'ai eue par le passé dans des grands groupes, et on va dire qu'à nous 3, je venais bien un peu compléter la picture, et qu'à nous 3 on a pu faire une équipe complémentaire qui a permis de lancer, de faire avancer ce projet depuis 3 ans.
comme ça me permet de rebondir, tu as dit que tu as travaillé dans plusieurs grands groupes du monde de l'aéro. Ce serait quoi pour toi la plus grande différence du travail dans un grand groupe et du travail dans une start-up, et qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères toi? Bon, ça n'a rien à voir, hein, j'ai envie de te dire, surtout que en tant que être dirigeant d'une entreprise et d'être membre d'une entreprise, c'est pas tout à fait pareil. Tout est différent, c'est-à-dire que la temporalité est différente, les moyens qu'on a pour effectuer les choses sont différents. Forcément, une start-up, on se débrouille un peu plus, hein, on fait un peu avec les moyens du bord, donc ça nous oblige à être beaucoup plus polyvalent, hein, beaucoup plus faire plein de petites choses, s'impliquer, être encore plus responsable de ses projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que si on ne fait pas quelque chose, personne d'autre sera là pour le faire. Dans un grand groupe, il y a toujours de la place pour toujours plus de gens pour effectuer un peu les différentes tâches, on a toujours de l'aide, on a plein de supports, ce qu'on n'aura pas ici. Dans quelle mesure ce que tu as appris, ce que tu as vu à l'ENAC, ça t'a servi dans ta vie professionnelle et peut-être aussi ici chez Anyfield? Et en effet, je suis ingénieur de l'ENAC. Je pense que l'ENAC, comme toute grande école d'ingénieur, nous apprend un peu on va dire une polyvalence. Hein. On apprend à apprendre, c'est-à-dire qu'on apprend à vite s'approprier des sujets complexes et très vite les comprendre et travailler dessus, comprendre un peu les enjeux des différents sujets. Et ça, forcément, c'est utile à tout en permanence, hein, dans le monde professionnel, que ce soit sur des sujets un peu plus aéronautiques, comme dans mon début de carrière dans des grands groupes, chez Airbus, chez ATR. Et également ici, quand je suis venu chez Anyfield, j'ai redécouvert un nouveau monde très technique, très pointu, avec les antennes. Et c'est vrai, cette capacité à appréhender des sujets complexes, à prendre de la hauteur, et à faire avancer des projets de manière constructive, ça a été vraiment fondamental, donc on peut dire que c'était très utile en effet. Selon toi, quel est l'élément le plus important quand on veut fonder une start-up et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une grosse question. Je pense qu'il faut, je pense qu'il est vraiment fondamental, c'est d'avoir envie de le faire, d'avoir une sorte de passion pour le projet, parce qu'en final une start-up c'est une longue ascension d'une montagne qui s'arrête jamais, et donc il faut toujours avoir l'envie de continuer à avancer, et pour ça faut trouver un peu la motivation en interne. Donc ça peut prendre différentes formes. Je pense être passionné par ce qu'on fait, c'est important, pour pouvoir aussi avoir envie de continuer à faire avancer ce projet, à porter l'équipe, à avancer, à trouver des nouvelles solutions à chaque nouveau problème qu'on rencontre chaque jour. Donc je pense que c'est vraiment important, c'est d'avoir toujours un peu cultiver la force qui t'anime pour pousser le projet et pas se décourager, et apprendre les problèmes les uns après les autres et faire avancer le sujet. Comment est-ce qu'on fait au début quand on se lance dans une start-up et qu'on n'a pas forcément de fonds pour avoir des ressources nécessaires et bâtir ça en fait, bâtir une start-up, une entreprise que derrière on va essayer de pérenniser, etc. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que ça marche? Parce que je sais que chez les étudiants, il y en a beaucoup qui sont intéressés par l'entrepreneuriat mais qui ont peur de se lancer, parce que c'est quand même un monde inconnu, et aussi parce qu'ils se posent la question comment est-ce qu'on finance ça, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que vous avez fait chez Anyfield? C'est un gros sujet, hein, c'est le nerf de la guerre, la trésorerie, les financements, les fonds, tu as bien raison. Nous on était pas mal on va dire financé au début, on a mis quelques fonds personnels au début. Pourquoi? Parce qu'en fait avoir des fonds personnels au début, ça permet d'ailleurs de faire le levier sur plein de sujets d'aide. En fait aujourd'hui quand même en France on a de la chance, on a beaucoup d'aide au développement, à l'entrepreneuriat. Que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau européen. On a également en France en ce moment un gros sujet qui s'appelle le projet France 2030, qui apporte plein d'aides aux différentes entreprises, surtout quand tu es sur un domaine technologique bas TRL, pour vraiment développer des nouvelles technologies. Donc là on peut trouver des subventions, des aides de l'État, des aides de la région, qui vont pouvoir aider à faire avancer des projets, surtout au début à bas TRL. Et après forcément le but c'est de rapidement aussi de trouver tes clients, ta justification économique de ton projet, parce que c'est bien de faire un projet, mais le but c'est que derrière trouver ton marché. Donc le but c'est d'aller aussi très rapidement rencontrer ces gens là, rencontrer les gros groupes, trouver comment travailler avec eux, se faire payer par exemple des POC, des proof of concept de ta technologie par les grands groupes. Ils sont
sont friands, ils aiment aussi les startups qui innovent, ils veulent nous aider, donc il faut aussi aller rapidement les rencontrer et puis très rapidement avoir une stratégie de financement qui va être des subventions, des emprunts bancaires et après réfléchir à ce qu'on appelle lever des fonds, c'est-à-dire aller trouver des investisseurs qui vont venir investir dans ton entreprise pour t'aider à te développer et aussi créer une relation avec ces investisseurs-là qui vont t'aider aussi à te développer du côté financier et commercial. Donc ça fait partie de la stratégie de développement de start-up, même c'est le cœur de la stratégie de développement parce que c'est quand il n'y a plus de trésor, c'est plus compliqué. Airbus. Moyen. Ouais, moyen aussi. ENAC. OM. Ouais, moi aussi. Contre. Pas d'avis. Sur site. Sur site. Interstellar. Et ma dernière question, ce serait en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant en école d'ingénieur ou ailleurs d'ailleurs qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ose pas trop? Je pense que il faut vraiment, si on a un projet auquel on croit, qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, il faut vraiment y aller, il ne faut pas avoir peur de se lancer, mais par contre il faut se lancer à 200%. Donc allez-y, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, donc c'est très chouette.